Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, vous en avez l'habitude, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local, voire national, avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. En forme? Très en forme. Jusqu'ici, tout va bien. C'est parti pour le sommaire. C'est un sujet qui peut parfois faire sourire, en tout cas peut faire sourire de prime abord, mais qui est ô combien sérieux. Le Mag se concentre aujourd'hui sur la discrimination capillaire. Je vous vois venir, mais les chauves comme moi, très clairement, ne sont pas concernés. Quoique, on va le voir dans un instant. De quelle discrimination parle-t-on? Quels sont les clichés avec le cheveu afro? Et surtout, que va apporter la loi qui a été votée le 28 mars dernier? Élément de réponse avec nos 3 invités dans un instant. Et puis, dans chaque mag, il y a une loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. On parle de Jurafro, une association de mamans dans le Jura qui s'est donnée pour mission d'apprendre aux parents à prendre soin des cheveux de leurs petits. Dans un instant. C'est parti. L'expression orale avec nos 3 invités. Ashley Auguste, bonjour. Bonjour. Auteur en littérature jeunesse. Little Nappy. Oui, c'est ça. Avec au moins 2 ouvrages et une poupée. C'est ça, j'ai pas ramené la poupée, mais les Vous autres. auriez dû ramener la poupée. Alors, on est super déçus avec Alix. On s'est dit, aujourd'hui, on va gratter une poupée. On n'a pas gratté. Ah, mais on la voit en photo. Voilà, elle est magnifique. Mais oui, voilà. pour le coup, j'ai ramené des livres. Et on va voir les livres dans un instant. littlenappy.com, où on peut se procurer tout ça. Vous nous dites tout dans un instant. Alban Noiran, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'être avec nous, présidente de l'association LNC pour Libérons nos cheveux. Je t'aurais deviné, libérons nos cheveux. Et on est en Skype depuis les États-Unis et plus précisément depuis Atlanta, ATL avec Guylaine Conquet. Bonjour Guylaine. Bonjour Patrice, bonjour à toutes sur le plateau. Journaliste conférencière à l'origine du texte de loi contre la discrimination capillaire. Quelle fierté, j'imagine, pour vous, vous qui avez mené le combat depuis de nombreux mois maintenant, loi qui a été adoptée il y a quelques jours à peine. Oui, quelques jours, très fiers, mais le combat n'est pas terminé puisqu'il nous faut passer maintenant l'étape du Sénat. Mais j'ai commencé ce combat depuis 2019 et oui, c'est vrai que c'est une belle réussite. Je suis contente que le projet de loi ait atteint justement l'Assemblée nationale. J'ai voulu vous titiller un petit peu pendant la présentation. Je me suis voulu un brin provocateur. Mais c'est vrai que j'en ai parlé autour de moi. Ma femme connaît très bien le sujet. Mais quand on parle de discrimination capillaire, ça peut faire sourire au début, non? Oui, ça peut faire sourire, sauf ceux qui en sont victimes. Quand on discrimine quelqu'un, dans discrimination capillaire, il y a discrimination. Alors, je prends souvent cet exemple de ma copine, Claire, qui est blonde, et quand j'ai commencé à peindre, en fait, je lui disais, mais voilà, je peins mon histoire, l'histoire de ma transition vers le naturel, qui était compliquée, et de toute cette discrimination dont j'ai entendu parler aux États-Unis, mais aussi en France. Et c'est vrai que ça l'a fait sourire. Et elle me dit, oh, bon, ce ne sont que des cheveux. Et c'est vrai que c'est un sujet un peu léger pour ceux qui n'en sont pas victimes. Alors, je lui dis, mais Claire, écoute, tu imagines que tu travailles en Guadeloupe, en Martinique, ou tu vas travailler dans un pays d'Afrique noire et qu'on te demande à toi de changer la texture de ton cheveu et qu'on te demande de faire des dreadlocks ou alors on te demande de faire des tresses pour te conformer au statut, aux règles ou de beauté du pays. Donc, quel effet ça te ferait de changer ta texture de cheveux et de faire des tresses? Donc, c'est vrai que dit comme ça, quand on inverse les rôles, là, on commence à comprendre que oui, il y a effectivement un problème quand on demande aux personnes de changer la texture de leurs cheveux pour se conformer aux critères de beauté européens. Alban Noiran, que dites-vous à ceux qui disent que ce combat est anecdotique? Alban. Alors. Ah, vous avez le téléphone. Je vous laisse tranquille, ne vous inquiétez pas. Désolée, je l'ai oublié. En fait, bien sûr, forcément, le député Olivier Servat disait à l'Assemblée, celui qui a porté ce projet de loi, qui est aujourd'hui devenu loi. On attend ce passage au Sénat. Oui. En fait, il disait le malheur d'autrui n'est que songe. Et c'est tellement juste. C'est-à-dire qu'on peut sourire. Après, on peut sourire à un peu de tout. Je pense qu'au départ, ça faisait sourire les suffragettes, vous savez. Donc, bien sûr, ça fait sourire. Je pense que c'est la partie cheveux qui fait sourire. Mais effectivement, comme l'a rappelé Guylaine, il y a le mot discrimination. Exactement. Mais discrimination capillaire fait sourire parce qu'on se dit, et puis pourquoi pas ci, et puis pourquoi pas ça, comment ça, les cheveux, c'est quoi? Mais en fait, les cheveux, ce n'est pas pour rien que pendant, à certains moments de l'histoire, le cheveu, la
coupe de cheveux est un porte-drapeau. On sait à quel point les cheveux, ça peut être important. Même à l'époque, alors la loi, il faut vraiment raser le crâne des femmes aussi. Voilà, il faut punir. vraiment le poser. Ce n'est pas que pour les personnes afro. C'est vrai qu'on en est particulièrement victime, mais ce n'est pas que pour nous. J'ai une amie d'ailleurs qui est témoin de ce combat, qui est une blonde, qui a perdu un travail parce qu'elle voulait être directrice d'un établissement et Elle n'avait pas la bonne couleur de cheveux. on lui a dit texto, mets-toi en brune. blonde, ça passera pas. Ah, donc mets-toi en brune, teins-toi les cheveux en brun, c'est ça? Parce que sinon, c'est pas très sérieux, c'est pas l'image qu'on a d'une blonde. Donc vous voyez, en fait, ce n'est pas que le cheveu afro, mais effectivement, le cheveu, et particulièrement le cheveu afro, a été plus d'une fois utilisé un peu comme un message politique. On a tous en tête ces images-là, d'Angela Davis notamment. De manière plus lointaine, on va penser à cette période de l'esclavage où on demandait aux Africains venus pour qu'on ne reconnaisse pas les tribus, pour qu'ils ne se reconnaissent pas entre eux, on leur demandait de se couvrir les cheveux. Donc effectivement, le cheveu a ce côté sensible qui fait qu'aujourd'hui, il mérite bien un combat. Oui. Ashley Auguste, c'est le combat de toutes les femmes? Complètement, ouais. Voilà, c'est le mien en tout cas, ça c'est sûr. Et moi, je fais un focus forcément sur les enfants. Parce que quand j'ai vu cette loi, je me suis dit, oui, mais ça commence déjà dans la cour de récréation pour certains enfants. Mais parce que concrètement, ça commence à quel âge? Concrètement, moi, les genre à témoignages... 3 ans, 4 ans oui. Franchement, les témoignages que je reçois des parents, suite à les livres que j'ai pu écrire, notamment le premier, sont des retours de l'ordre de 3-4 ans en fait. Les enfants ils commencent à dire ah mais tes cheveux ils sont comme ça, enfin ça commence à voir la différence qui est naturelle, mais après on bascule tout de suite dans les critiques parce que je pense qu'ils ont entendu faire, parce que c'est pas normal, parce qu'on le voit pas souvent, enfin il y a pas mal de raisons, mais ça commence dans la cour de récré. Il était important de l'écrire dans les deux langues. Je m'appelle Little Nappy, j'aime mes cheveux afro, puis my name is Little Nappy, I love my afro hair. Je le fais en bilingue, Pourquoi? toujours en bilingue, parce que je me suis dit que je voulais dépasser les frontières françaises et aller à l'étranger, parce qu'il y a les mêmes soucis. Alors, j'avais dénoté le même constat de manque de diversité à l'étranger aussi. Guylaine Conquet, il y a plusieurs dimensions, on va en parler avec bien sûr une dimension économique, une dimension santé, mais en tout cas il y a deux lieux principaux j'imagine, c'est le lieu de son travail et puis aussi, quand on est tout petit, dans la cour de récréation. Oui, tout à fait. Alors, les dimensions sont évidemment, il y a la dimension santé, il y a la dimension culturelle, il y a la dimension identitaire. Et comme vous l'avez dit, et comme Ashley l'a dit, ça commence tout petit. Moi, ma fille, elle était à l'école, elle m'a dit qu'un jour, elle est rentrée, elle m'a dit qu'elle voulait avoir les cheveux lisses comme sa copine Léa. Et à l'époque, moi, je mettais toujours des tissages et des traits, enfin des tissages et je faisais des extensions et des défrisages. Puisque je travaille à la télé et puisque pour moi, être une présentatrice télé, ça voulait dire avoir forcément les cheveux lisses et longs, mais avoir les cheveux lisses. Et donc, je me suis posé la question, je me suis dit, mais quelle image je renvoie à ma fille si moi-même j'ai toujours les cheveux lisses et j'ai toujours des extensions. Donc, il est tout à fait normal qu'elle aussi veuille ressembler donc, à sa copine Léa qui avait les cheveux longs et lisses. Donc, oui, ça commence tout petit et d'ailleurs, ce projet de loi, il est aussi discuté et âprement négocié, même je pense, à Londres, au niveau de Madame de Leon pour la World Afro Day. Et son travail se situe essentiellement dans les cours de l'école, justement, pour apprendre aux plus jeunes la tolérance, apprendre à être fier aussi, une question identitaire, à être fier de ce qu'ils sont. Donc, c'est un travail qui commence dès le plus jeune âge, ça c'est sûr. Mais pour qu'on comprenne bien, dans quelle mesure ça peut être violent? Oui, oui, c'est parce que ça touche à l'identité, ça touche à son amour propre. Personnellement, moi je peux parler de mon histoire. Moi, quand j'ai commencé quand j'ai fait la transition, je vous ai dit, j'ai toujours pensé que pour être professionnel, dans un milieu professionnel, il fallait avoir les cheveux lisses, il fallait avoir les cheveux longs. Quand j'ai fait la transition, mais le rejet n'est pas venu des gens de l'extérieur, en fait, il est venu de chez moi, de moi-même. Déjà, je n'aimais pas ce à quoi je ressemblais. Je n'aimais pas mon image avec mes cheveux crépus, mon cheveu afro. Mes parents, mes collègues m'ont dit, mais enfin, on est à l'antenne, on a un direct dans 20 minutes, tu n'es pas coiffée.
c'est violent. Donc, il faut beaucoup de volonté, beaucoup de force, justement, pour dire si, je suis coiffée, mais c'est moi, en fait, je suis au naturel. Et là a vraiment commencé mon cheminement et mon questionnement. Oui, c'est violent parce que vous touchez à l'identité de la personne. C'est son identité capillaire. C'est comme si vous lui disiez que sa peau, elle est trop noire ou elle est trop claire. C'est violent. Vous touchez à son physique. Ashley, avec Little Nappy, vous avez créé un modèle, un personnage auquel les petites filles peuvent se référer. Vous pensez que les discriminations capillaires sont directement liées au manque de représentativité dans l'enfance ? Je pense que oui, ça joue. En fait, c'est un facteur. Le fait qu'il y ait une invisibilisation de personnages avec des cheveux afro n'aide pas les enfants, déjà les autres enfants qui n'ont pas les cheveux afro, à comprendre ce que c'est et que ça existe. Et un enfant afro, de se dire je suis légitime, je suis dans un livre, je suis représentée comme tous les autres en fait, donc je suis comme les autres. Et vous, personnellement, petite, vous vous identifiez à un modèle, un personnage ? Oui, j'avais des personnages, mais je me rends compte que ils étaient tous blancs en fait, ils avaient tous des cheveux lisses, ils me ressemblaient pas forcément, mais j'avais intériorisé ça et pour moi c'était normal. C'est plutôt en grandissant, en étant adolescente plutôt, que je cherchais plus de modèles qui me ressemblent et je suis partie aux États-Unis pour regarder des stars américaines et me dire je suis comme elle, donc je me coiffais comme elle, donc j'avais toujours ma perruque, mon tissage, etc. parce que je voulais être comme Beyoncé et Rihanna, et voilà. C'est pas mal du tout. Et Alban, vous êtes président de l'association LNC Libérons nos cheveux. Vous avez, j'imagine, recueilli pas mal de témoignages durant ces dernières semaines. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ces témoignages ? En fait, j'ai vraiment eu cette impression que des personnes se libéraient, se sentaient moins seul. Parce que nous, on a mis libérer les cheveux, mais c'est une libération totale au final. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que des personnes qui n'osaient pas parler de cet aspect-là de leur vie quotidienne se sont dit, mais en fait, je ne suis pas toute seule, je vis ça. Alors, on a eu bien sûr beaucoup plus de femmes, mais il y a aussi des hommes, notamment les personnes chauves. Merci. Merci Olivier Sardin. Ils se retrouvent un peu dans ce combat où quelque part, selon le métier, on va leur dire non, c'est quand même mieux. Et si tu faisais des implants, etc. Ouais. Imaginez un peu qu'on vous dise... J'ai laissé pousser, mais ça ne pousse plus, moi. Donc, ils ont compris. Et qu'on vous dise que, à l'antenne, je suis désolée, mais il va falloir mettre une perruque. Vous imaginez un peu comment ça peut être violent, comment vous pouvez mal le vivre. C'est comme si on disait éventuellement à une femme au quotidien, tu ne peux pas sortir de chez toi sans maquillage. C'est pas possible, c'est pas décent. Vous imaginez un peu cette violence, c'est-à-dire que vous regardez dans un miroir et on vous dit, tu vois là, comme tu es là... C'est pas suffisant. Ça passe pas. Et pour que tu te présentes en société et que tu sois acceptable, il faut que tu te maquilles. Donc, c'est un choix. C'est pour ça, on peut se défriser. Il y a des femmes qui aiment se défriser. On peut. Quoique ça touche un peu la santé, il faut y réfléchir. Mais il n'empêche qu'on devrait tous avoir le choix d'être qui on est. Alix. Et parce qu'on sait aussi, vous venez d'évoquer le défrisage, on sait aussi que certains produits sont jugés cancérigènes, donc il y a même un impact sur la santé physique, tout à fait, que la santé mentale. Exactement, on a des chiffres très alarmants sur le nombre de cancers de l'utérus, etc. Beaucoup plus important chez les femmes afro qui se sont défrisées depuis le plus jeune âge. On a aujourd'hui ce recul et on sait que ces produits sont cancérigènes, en tout cas très nocifs pour leur santé. Guylaine, c'est une des choses les plus importantes que vous avez apprises depuis 2019, depuis ce moment où vous étudiez ce sujet, c'est peut-être la dimension santé. C'est bien que vous le souligniez. Alors, Alban a parlé donc des cancers. Il y a cancer de l'utérus. Vous avez aussi l'alopécie. Vous avez un nombre. Alors, les chiffres en France. On n'a pas d'études en France parce que on sait que les études ethniques n'existent pas en France. Mais aux États-Unis, par exemple, les enfants, les femmes noires ont plus d'enfants prématurés et c'est forcément lié. C'est lié en fait aux différents produits toxiques qui sont non défrisants. Donc naissance prématurée, fausse couche, cancer. Oui, je pense qu'il y a un énorme problème de santé justement lié au défrisage. D'ailleurs, L'Oréal a été condamné. Alors, il faut croire que les défrisants n'ont fait de dégâts qu'aux États-Unis, pas ailleurs, mais L'Oréal a été condamné justement à cause des produits toxiques qui étaient dans les défrisages et qui ont causé donc des cancers. Mais ça, j'ai entendu que cette condamnation n'a eu lieu qu'aux États-Unis, pas ailleurs. Est-ce qu'il y a un virage auprès des marques, justement, que ce soit aux États-Unis ou même ici en France, en
en Europe concernant la discrimination capillaire? Alors, je ne suis pas spécialiste des marques, mais je sais qu'il y a évidemment, vous savez que les défrisages, les tissages, enfin voilà, tout ce qui a trait aux cheveux, spécifiquement les cheveux des Noirs, il y a un énorme enjeu économique. Alors oui, les marques, elles sont un peu forcées parce que de prendre un virage un peu plus vers le naturel et traiter les produits naturels. C'est un secteur qui pèse des milliards par an, et 90% des produits de défrisage, de tissage, de lissage, des perruques sont achetés par les femmes noires. Donc oui, il y a un gros enjeu alors de santé, mais aussi il y a un gros enjeu économique. Et oui, force est de constater que beaucoup de nouvelles marques, beaucoup de produits s'orientent maintenant vers des produits moins nocifs, et tant mieux pour nous. Oui, c'est un peu cynique, mais au final, bon nombre de marques, effectivement, shift. Suivre la tendance. Suivre la tendance, Ouais. puisqu'il y a un attrait économique. Retour au naturel qui s'est fait courant. En France, en tout cas, c'était en 2014-2015, avec le mouvement NAPI. Et forcément, même moi, je constate que dans les rayons des magasins spécialisés de produits, il y avait des étagères pleines de marques de défrisants. Aujourd'hui, c'est des produits naturels. Ouais. Et les défrisants, ils sont tout en haut. C'est quoi le mouvement NAPI exactement? Le mouvement NAPI, c'est un mouvement où, en fait, les femmes, ça a commencé aux États-Unis, mais les femmes ont commencé à revendiquer les cheveux naturels et à les porter, en fait, et à en être fières et à s'en occuper. Ça a commencé quand? Je dirais que c'est 2014-2015 en France. Après, ça a été beaucoup plus tôt aux États-Unis. Forcément, ils ont ramené cette vague-là en France. Et c'est là où moi, justement, j'ai eu ce déclic de « Ah, mais attends, mes cheveux, je peux m'en occuper aussi, quoi. » Et ça m'a fait un déclic. Ouais. Et c'est là que je pense qu'aussi les marques ont compris qu'il y avait un marché. Guylaine, est-ce que le sujet aux États-Unis, est-ce qu'il y a un cadre légal ou ça dépend des États? Comment ça se passe? Là où c'est intéressant et là où Cocorico, on sera, on l'espère en tout cas mieux que les États-Unis. C'est-à-dire que la loi a été votée pour la première fois contre la discrimination capillaire en Californie en 2019. Depuis, elle a été votée dans 25 États. Je crois, à ce jour, si je ne me trompe pas, donc 25 États. Donc cette loi s'appelle le Crown Act. D'ailleurs, c'est quand j'ai eu vent de cette loi que j'ai décidé en 2022 de contacter donc le député Servat et que je lui ai demandé de porter cette loi, car en France, on avait aussi les mêmes problèmes et les mêmes soucis qu'aux États-Unis. Oh, c'est nous. Donc, oui, cette loi, alors, elle n'est pas fédérale, c'est une loi qui est votée par État. Et si la loi, elle passe en France, si elle passe l'étape du Sénat, la France sera le premier pays au monde à avoir une loi contre la discrimination capillaire. Donc, on fera mieux que les États-Unis. D'ailleurs, j'ai été contactée par une des représentantes du Crown Act. Le World Afro Day nous a aussi contactés. Ils ont posté quelque chose sur nous. Et si vous tapez Hair Discrimination sur Google, tous les pays au monde ont repris le sujet. Alors, quand on me dit que c'est un sujet anodin, Al Jazeera, on a le Portugal, vous verrez aussi, CNN, l'Espagne, la Pologne, quasiment l'Inde également. Tous les pays au monde ont repris en fait cette information. Donc voilà, si la loi est votée, ça sera une loi historique et la France sera, pays des droits de l'homme, sera donc le premier pays au monde à voter une telle loi. Cocorico, effectivement. Tout à l'heure, je parlais, Alban... je disais que ça concerne tout le monde, il n'y a pas que le cheveu crépus, le cheveu afro. Est-ce que ça concerne aussi les femmes et les hommes? Tout à fait. Oui. Ça concerne également les hommes. En fait, ça concerne tous ceux qui ont ou qui n'ont pas de cheveux, c'est-à-dire l'humanité entière. On retrouve des hommes qui vont se teindre les cheveux, avoir moins de cheveux blancs parce que ça passe moins, ou le contraire. En fait, à chaque fois qu'on a besoin de se justifier, de justifier son apparence physique et autour du cheveu, autour du visage surtout. Parce que c'est vrai que c'est la première chose qu'on voit, y compris sur un CV. On ne voit pas forcément sa corpulence, etc. Mais on voit le visage et on voit c'est pas par hasard que ça s'appelle le Crown Act. C'est vrai que c'est un petit jeu de mots pour la couronne en anglais. Mais c'est vrai que c'est une couronne que nous portons
qu'elle soit vide ou remplie. Et ça fait partie de nous. C'est vraiment notre identité, je dirais, première. Et les hommes et les femmes, effectivement. Guylaine, vous avez des exemples avec des hommes? Alors, si vous permettez, juste avant de répondre à votre question, on a parlé de l'aspect économique, l'aspect santé, et il y a un aspect formation que j'aimerais vraiment qu'Alban puisse parler, parce qu'elle a vécu quelque chose de terrible, elle a vécu elle le dit pas, mais elle a vécu quelque chose de très violent, et j'aimerais vraiment qu'elle en parle. Et au-delà de l'aspect santé économique de la loi, il faudrait que tous les salons de coiffure puissent être formés à coiffer nos cheveux. Pourquoi je dis ça? Moi, je vis en France, je ne peux pas aller dans certains quartiers pour être coiffé. Tous les coiffeurs doivent être en mesure de coiffer mon cheveu. Si vous voyez ce que je veux dire, quand on peut pas, c'est pas de la ségrégation. La coiffure, mes cheveux ne doivent pas être ségrégés. Donc, je vais laisser Alban vous raconter son histoire qui est absolument horrible et qui justifie justement cette loi et qui justifie pourquoi tous les salons de coiffure en France devraient être en mesure de coiffer nos cheveux. J'allais faire une blague avec ma mère, mais c'est clairement pas le moment. Alban. Allez-y, c'est toujours le moment de... Non, mais c'est vrai que dès qu'elle déménage, elle me dit, là, pour trouver un coiffeur, je galère, parce qu'il n'a pas l'habitude de mon cheveu. Donc, je ne dis pas où elle habite là, mais... Exactement. Et en fait, j'allais venir à un moment donné. Merci, Guylaine. Ah, maman? Non, pardon, j'arrête. En fait, quelle galère. Ouais, grave. En fait, moi, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis aujourd'hui, j'ai fait ce chemin qui m'a mené jusqu'à cette association. J'ai connu le député Servat par rapport à mon histoire. En fait, un jour, j'habite dans le 78, dans un petit village. Et, comme ma mère. Et voilà. Et donc, c'est toujours ça, parce que quand on habite à Paris, c'est beaucoup plus simple. Mais j'habite dans un petit village et j'ai une coiffeuse qui est à Paris. Donc, bien sûr, 1h30 pour y aller. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien ma coiffeuse. J'ai l'habitude de me plier à cet exercice. Et un jour, elle était en vacances, parce qu'il y arrive de prendre des vacances. Et moi, je me suis dit, je vais aller vers chez moi. Et en fait, je n'étais pas très consciente de mon aspect, de mon état. Donc je suis allée dans un salon, je suis rentrée, une marque, une chaîne connue, dont je tais le nom jusqu'à maintenant parce que nous sommes en négociation pour que cette marque fasse quelque chose. D'accord. Et donc en fait, je suis rentrée dans ce grand salon, une marque, et j'ai demandé un shampoing, un brushing. Extraordinaire. Extraordinaire. Et là, premièrement, ça a été j'ai compris après coup, cette ambiance qui s'est créée lorsque j'ai pénétré dans ce salon. Tout le monde s'est un peu arrêté, y compris les coiffeurs. Et la jeune femme qui était à l'accueil a jugé bon de me mettre un peignoir en me disant oui, bien sûr. Et ça, c'est le plus dur, parce que finalement, elle m'aurait dit tout de suite que ça aurait été plus simple. Mais moi, j'avais déjà le peignoir, j'étais assise, installée. J'avais même un petit thé. Chose sympa. Et là, j'ai la directrice de l'établissement, apparemment, je suis après qu'elle était responsable de l'établissement, qui est venue me voir et qui m'a dit, écoutez, ma collègue vous a installé, mais non, nous, on ne reçoit pas les personnes comme vous ici. Comme vous? C'était en quelle année? Mot pour mot? Mot pour mot. C'était en quelle année? Parce que... C'était en 2019. Ah, ouais. D'accord. On ne reçoit pas les personnes comme vous ici. Et là, sur le coup, je n'ai pas compris. Je vous dis, je ne suis pas consciente de ça. Mais surtout, c'est tellement... Donc, je dis, comme moi, c'est-à-dire Trop de volume. Trop de volume, trop de moi, quoi. Et je lui dis, c'est-à-dire... Et là, une escalade. C'est-à-dire que pour elle, je me moquais d'elle en lui disant comme moi. J'aurais dû savoir, j'aurais dû comprendre. Donc elle s'est emportée tout de suite. Écoutez, ne faites pas d'histoire. Voilà, allez du côté de Mantes-la-Jolie, du côté des Mureaux, vous trouvez des personnes pour vous coiffer, mais ce ne sera pas ici. Et là, elle m'empoigne le bras parce que je suis encore là, mais tellement stupéfaite que je suis encore là. Elle m'empoigne le bras, elle me déshabille et elle me jette dehors. Ouais, c'est violent. C'est très violent. C'est très, très, très violent et je ne souhaite ça à personne. Ouais. Mais moi, je suis une adulte, responsable, grande et tout ça. Imaginez, j'aurais eu 16 ans, 17 ans. Dans quel état vous vous retrouvez? Et pire, j'aurais été avec une amie.
j'ai fait, hein, j'ai testé un petit peu, mais elle vous faire un testing après. et pas l'autre. Ouais. Vous vous rendez compte? Donc voilà, donc à partir de là, moi, je me suis mise en tête de trouver une solution à ça, et c'est d'ailleurs tout ça qui m'a amenée au député Servet, etc. Et donc nous passons à cette étape de la formation des coiffeurs. Parce que bien sûr, j'ai découvert que si cette dame se sentait en droit de me faire ça, c'est aussi parce que, bien sûr, j'ai déposé une plainte auprès du procureur de la République, etc. Elle a été, bien sûr, entendue. Et là, son excuse, ça a été que elle n'a pas appris à coiffer ce cheveu. Ah oui, elle m'avait dit aussi, on n'a pas à coiffer un cheveu aussi difficile. Donc, elle n'a pas appris à cette excuse. Auprès du commissariat, elle a dit, non, alors, beaucoup moins violente qu'avec moi, hein, mais elle a dit, mais moi, j'ai pas appris à coiffer un tel cheveu. Nous, à l'école, on ne nous apprend pas ça. Donc, on passe à l'éducation nationale. Il faut que le CAP de coiffure change. Il faut absolument qu'on intègre tout type de choses. Alors, on se parle aujourd'hui de CAP de coiffure, n'intègre pas. N'intègre toujours pas. Ouais. Et malgré, depuis 2019, nos nombreux courriers, j'ai fini par avoir une réponse du ministère de l'Éducation nationale en organisant une marche jusqu'au ministère de l'Éducation nationale, avec l'aide d'ailleurs justement de l'association. Nous sommes allés au ministère, une vingtaine de personnes, nous avons déposé ce courrier. Oui, c'est d'autant plus ridicule parce qu'après, les coiffeurs doivent se former après, parce que comme on l'a dit, en plus, ça représente une sacrée somme d'argent si on veut continuer à être signé. Voilà. C'est l'heure de la loupe, et la loupe, c'est avec Alix. Focus, ma chère Alix, aujourd'hui sur Afro, une association de mamans d'enfants métis dans le Jura qui s'est donnée pour mission d'apprendre aux parents à prendre soin des cheveux de leurs petits. Oui, exactement. Merci. Ce collectif devenu association s'auto-envisage comme un soutien pour les parents d'enfants métis à travers le sujet de la coiffure et plus globalement de l'acceptation de sa différence. Jurafro a vu le jour en 2022, fondé par Chana Gros, une habitante de Lons-le-Saunier d'origine capverdienne, accompagnée de Diana Salmi et Sandra Regenbach, deux mamans d'enfants métis. Le constat initial est celui d'un besoin, celui des mamans blanches qui n'ont pas les cheveux crépus comme leurs enfants et qui très logiquement ne savent pas les coiffer. Chana, ayant vécu cette expérience, se rappelle comment sa mère, aux cheveux bouclés mais moins exigeant en termes de soins, n'était pas préparée à gérer les cheveux plus frisés de sa fille. Et à 9 ans, par facilité, sa mère a donc opté pour un défrisage. Et c'est sa belle-mère qui lui a finalement appris à aimer et à prendre soin de ses cheveux au naturel. Mais du temps, il en a fallu pour Chana avant d'assumer ses frisottis, dont elle est aujourd'hui très fière. Grâce à cette association, cette team de mamans prodigue des conseils sur les techniques, mais aussi sur les produits et outils de coiffage à utiliser. Plus concrètement, Jurafro agit via des rencontres et des ateliers ouverts aux parents et aux enfants. Et au-delà de l'aspect pratique, ces moments permettent aussi aux parents d'apprendre en fait à réagir face aux questionnements de leurs bambins. Jurafro accueille également les adultes ayant des cheveux très frisés, métissés ou non, à la recherche de conseils adaptés. Chana a même noué des partenariats, on vient de l'évoquer, avec des salons de coiffure locaux pour mettre en relation ses membres avec des professionnels capables de gérer les cheveux afro. Je vous propose qu'on écoute Chana, la fondatrice de l'association. Alors Jurafro a été créé parce que j'avais beaucoup de mamans qui me demandaient comment je faisais pour entretenir les cheveux de mes deux filles, et comme ça a commencé à faire beaucoup de mamans, on a décidé nous toutes de créer un collectif et de partager notre savoir, notre technique à d'autres mamans qui auraient éventuellement besoin, et pouvoir évoluer chacune à son rythme et donner de la confiance à nos enfants, parce que quand on n'aime pas nos cheveux, ça joue directement sur notre confiance en soi, et de ce fait on participe à ce qu'ils grandissent ou qu'ils grandissent avec une acceptation de qui ils sont, et ça c'est très important pour nous. Nous avons des partenariats avec des salons de coiffure que nous avons testés en amont, qui feront partie de notre listing, avec lesquels les mamans pourront aller en toute sécurité sans avoir de petites surprises à la fin, ou une coupe mal faite, ou des désagréments ou des réflexions, parce que ça peut arriver, puisque nous avons été refusés dans certains salons de coiffure à Lons-le-Saunier. Et pour info, on parle des mamans, mais les papas sont bien évidemment les bienvenus. Ok, oui. C'est quoi CQP ?
Alors, le CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle qui est en vigueur depuis cette année. Donc, la possibilité aux coiffeurs qui le souhaitent de se former aux cheveux afro. Nous sommes profondément contre ce CQP. Pourquoi? Parce que c'est repousser un peu le problème. Il y a les coiffeurs qui sont formés par l'éducation nationale, par lesquels nous contribuons tous. Nous payons des impôts. Donc, nous avons cette base qui ne nous est pas destinée. Et puis, ceux qui le veulent bien, qui ont une espèce d'appétence, qui ont envie de se lancer dans l'exotisme, vont payer à leur tour pour une formation pour apprendre à coiffer le cheveu afro. C'est inacceptable. Nous sommes des Français à part entière, n'est-ce pas? Donc nous voulons que le CAP, dans la base du CAP, il soit tout simplement noté tout type de cheveux et que les coiffeurs soient formés de manière qualitative. On a donné quelques exemples, on a donné quelques pistes à l'éducation nationale pour que ce soit de manière qualitative. La balle est dans leur camp. Le message est passé. Merci à toutes les trois. La prochaine expo, c'est quand, Guylaine? Alors, alors c'est une conférence qui aura lieu 1er et 2 juin à la NHC, la Natural Hair Academy, au Parc Floral à Paris, les 1er et 2 juin. Et j'emmènerai aussi quelques toiles, quelques tableaux à cette manifestation. Oui, sinon je crois qu'il y a des expositions très bientôt en Martinique. Mais bon, là, il faut prendre le billet, c'est encore plus loin. Voilà, on va aller en Martinique. Ok. À très vite. À très bientôt. Merci pour ce sujet encore une fois ô combien important. On essaie de prendre avec un peu de légèreté, mais vous avez vu qu'effectivement, ça peut être parfois catastrophique. Un grand merci à toutes les trois. Donc Guylaine Conquerti, journaliste et conférencière, Alban Noiron, présidente de l'association LNC pour Libérons nos cheveux, et bien sûr Ashley Auguste, auteur de littérature jeunesse. Little Nappy, vous trouvez tous ces ouvrages bien sûr sur littlenappy.com. Je vous ai pas dit, il y a aussi des musiques. Je les ai pas mises parce qu'elles rentrent dans la tête. Ouais. Je l'ai depuis 1 heure dans la tête. Je vais la remettre. Voilà, c'est des livres sonores en français et en anglais. Allez-y. Excellente journée. Alix, à demain. À demain. Ciao, ciao. On est en retard, comme d'hab.